Bonsoir Christophe Castaner, merci d'être notre invité. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour évoquer les nombreux sujets qui concernent la sécurité des Français, le terrorisme, les prochaines élections, mais surtout bien sûr la délinquance. Xavier Bertrand a mené notamment des attaques assez claires sur l'absence d'autorité du gouvernement et du président. Vous voulez y répondre, mais on évoque d'abord l'actualité politique et ce gouvernement et cette majorité qui traverse une crise après bien ce faux pas sur le congé après la perte d'un enfant. Je voudrais qu'on regarde ensemble cette image. Et le combat d'une vie. Par la force des choses, il est devenu mon combat personnel. Il est maintenant, j'en suis sûr, celui de tous les groupes ici réunis. Merci, monsieur le député. Voilà, c'est une ovation au député Guy Bricout qui avait proposé la prolongation du congé après le deuil d'un enfant et que cette prolongation soit prise en charge par les entreprises. Votre majorité avait refusé, ça a suscité l'indignation. Maintenant, on commence à en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais comment est-ce qu'on arrive à une forme de naufrage, là ? Tout d'abord, bonsoir, parce que je n'ai pas répondu à votre accueil. Je ne crois pas qu'il faille parler de naufrage. On parle d'un sujet qui vous touche, qui me touche, qui touche les téléspectateurs. J'ai 2 filles et je n'imagine rien de pire que l'idée de perdre mes filles. Ce que je sais, ce n'est pas des jours de congé qui compenseront quoi que ce soit. Mais en même temps, ce que l'on a vu, c'est un texte qui prévoyait une mesure positive, favorable, et qui augmentait le nombre de jours de congés, entre guillemets, parce que je n'ose même pas utiliser ce terme dans ce cadre-là, pour les parents d'enfants décédés. Mais il n'était pas prévu le financement de cela. Et donc, il est un peu facile de dire on prend une bonne décision, surtout qu'on ne la met pas nous-mêmes en œuvre et qu'on ne la finance pas. Donc il fallait ce temps de discussion, ce temps d'échange. C'est ce que le gouvernement et la rapporteure qui travaillait sur ce texte ont porté. Il ne s'agit pas de dire on ne veut pas de ce congé. Et la preuve, c'est que le gouvernement et la majorité ont souhaité qu'il puisse être rediscuté très vite d'ici le mois de mars au Sénat et que d'ici là, nous puissions rencontrer l'ensemble des associations qui sont mobilisées sur ces sujets pour trouver la bonne solution. Mais mettre autour de la table ceux qui vont assumer, payer, et je suis convaincu que dans 99,9% des cas, aucun patron ne sera hostile à cette décision. Bézieux était très clair, voilà, le patron des patrons. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre autour de la table et avancer sur le sujet. Christophe Castaner, ce qu'on observe, bon, évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible et chacun le comprend et le vit. Mais comment vous avez, cette majorité a-t-elle la lecture réussi politique est mauvaise. Voilà. Vous avez raison. Et je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est la raison pour laquelle, très vite, le président, le Premier ministre et la ministre Muriel Pénicaud sont revenus sur le sujet en disant on va revoir la copie. Il faut assumer un certain nombre d'erreurs quand on en fait. Et là, il y a une erreur d'appréciation, y compris par rapport à l'émotion du sujet sur lequel on parle. Et donc là-dessus, la majorité est très claire. On va revoir notre copie. Et en même temps, ce qui s'est passé ce matin, c'est que les députés étaient très en colère. Ils étaient en colère parce qu'on les a fait passer pour des gens inhumains. Et qui a fait passer les députés pour des gens inhumains ? C'est le président qui a eu l'air de les rappeler à l'humanité. Ils ont eu l'impression d'avoir été envoyés au front et d'avoir été lâchés. Bon, c'est vrai que c'est pas très agréable. Je n'étais pas à la réunion de groupe ce matin et je ne sais pas qu'est-ce qui a été discuté, mais le président de la République a évoqué l'humanité nécessaire. C'est tout le problème d'avoir une approche, comme je viens de vous la dire. Oui, il faut mettre les patrons qui vont payer la mesure autour de la table. Du coup, je pourrais laisser penser que je n'ai pas ma part d'humanité. Donc le président a rappelé qu'au nom de l'humanité qu'il fallait porter ensemble, il fallait trouver une solution. Il a invité la majorité répond. Mais franchement, on a eu l'impression que les députés ce matin étaient prêts vraiment à être... à désobéir désormais, à se dire bon ça suffit, on s'est fait rouler dans la farine un peu. Mais d'abord, il n'y a pas d'ordre avec les députés, et on peut désobéir parce que chacun est libre aussi. Mais chacun sait dans quelles conditions a été élu et sur quel projet politique. C'est ce qui nous soude et ce qui soude la majorité gouvernementale et la majorité parlementaire. Ensuite, on peut râler quand on est, vous savez, j'ai été secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Il m'est arrivé très régulièrement d'avoir des députés qui râlaient. J'ai passé du temps cet après-midi avec un grand nombre de députés. Aucun n'était dans l'état d'esprit que vous évoquez. Moi, je suis confiant. Vous savez, on a un destin et une réussite commune, mais pour la France, pas pour nous. Je voudrais qu'on écoute Bruno Questel. Il était sur le plateau d'Olivier Truchot hier et il a eu une forme de confession et de lucidité, de sincérité qui peut être un peu perturbante. Écoutez. Les technos, ils prennent l'espace que les politiques leur laissent. Et c'est à nous de faire notre boulot. Il faut absolument que collectivement, on s'interroge sur la manière dont on entend poursuivre ce quinquennat, permettre la réussite du mandat présidentiel et, le cas échéant, solliciter la reconduite de notre mandat pour continuer à transformer ce pays. Parce que si on continue à aller trop vite
et à se prendre les pieds dans le tapis plus souvent qu'à notre tour, on va avoir des difficultés collectives. Le charme de 2017, avec des conneries pareilles, on ne pourra pas refaire le coup une deuxième fois. Mais il a raison. Je veux dire, se prendre les pieds dans le tapis, c'est des choses qui arrivent à tous les gouvernements, qui arrivent à des journalistes, qui arrivent à des parents. Manque d'expérience, amateurisme. Je n'ai pas entendu ça, là, rassurez-moi. Je ne sais pas, c'est pas Bruno Castel qui a dit ça. Vous entendez les reproches J'entends qui les vous sont journalistes faits. évoquer ça. Bah oui, mais enfin, dysfonctionnement, manque de direction, Vous savez, depuis 2 ans et demi, jamais un gouvernement n'a réformé comme le nôtre. Parce qu'il fallait réformer ce pays, parce qu'il faut continuer à réformer ce pays. Je pourrais vous faire la liste des réformes que nous avons fait sur le collège, sur le lycée, sur le dédoublement des classes. Je pourrais vous parler de la SNCF. Vous savez, quand on a commencé à réformer la SNCF, si j'étais venu sur votre plateau, et je suis peut-être venu, vous m'auriez dit « Mais attention, vous n'allez jamais y arriver ». Nous y sommes arrivés parce qu'il fallait sauver la SNCF et c'est ce que nous avons fait. Donc les choses avancent. Et puis quelquefois, il y a des moments où on se prend les pieds dans le tapis. Ça m'est arrivé, ça arrive aux parlementaires, ça arrive au gouvernement. On le reconnaît et on corrige. Ça, c'est essentiel et c'est assez nouveau. La modestie en politique qui consiste à reconnaître son erreur, à reconnaître une erreur de formulation, par exemple, pour un ministre, c'est nouveau et je l'assume pour ma part parfaitement. Juste un mot, vous ne craignez pas qu'il y ait une forme de dissidence, de frondeur, un peu, peut-être après les élections municipales? Vous savez, j'ai passé 5 ans dans une majorité précédente, j'étais député socialiste, à vivre à côté des frondeurs. Il se trouve que j'étais à côté de Yann Calu et Pascal Charqui, que j'appréciais humainement et qui portaient ce discours de la fronde. Pendant 5 ans, François Hollande a été immobilisé et finalement le résultat s'est traduit souvent par des empêchements de mettre en œuvre des réformes. Je n'ai pas l'impression que nous soyons empêchés de réformer. Nous ouvrons le dossier des retraites extrêmement sensible, nous pourrons en parler, mais je sais qu'on pourra compter sur la majorité et on le voit d'ailleurs depuis 2 jours dans la commission spéciale qui travaille sur ce sujet. Bon, un peu d'optimisme, c'est ce que vous voulez afficher ce soir, même si la journée a été agitée quand même. Mais je ne veux pas afficher de l'optimisme de façon béat, mais je veux rester optimiste. Les parlementaires, comme les ministres, nous avons une mission, celle de réparer la France chaque fois que c'est nécessaire. Il faut le rappeler, c'est ça? Il faut le rappeler. Alors, comme vous disiez... Vous savez, j'ai été ministre en charge de la République et j'ai été le patron de la République En Marche, donc j'ai aussi conscience de cela. Mais je n'ai pas besoin pour la plupart de leur rappeler, parce que j'ai été faire leur campagne quand j'étais porte-parole d'Emmanuel Macron candidat. J'ai été sur le terrain avec la plupart d'entre eux. Ils savent pourquoi ils ont été élus. Mais ensuite... Là, il se pose plein de questions. Quand vous entendez Bruno Castel, il dit « Le charme de 2017 ne peut ne plus opérer ». C'est ça qu'il dit. Mais là, il se projette sur 2022. Oui, bien sûr. Mais nous serons en 2022 dans des circonstances politiques différentes, évidemment, et il a raison. Mais une chose est sûre, c'est que l'exigence que porte Bruno Castel, elle est bonne, elle est saine, elle s'applique aux parlementaires, elle doit s'appliquer au gouvernement, elle s'applique au gouvernement. Je peux vous dire, pour échanger très souvent avec Édouard Philippe, que le niveau de pression que le Premier ministre nous met pour l'exécution des décisions pour qu'elles se passent bien, pour le travail avec les parlementaires, est constant. Alors justement, vous disiez amateurisme, on peut reconnaître et on corrige, c'est ce qui vous est arrivé. La circulaire sur, sur ce qu'on appelle le nuançage, c'est-à-dire les étiquettes politiques. Vous avez fait une circulaire et vous vouliez qu'en dessous de 9000 habitants, il n'y ait plus d'étiquettes politiques. Le Conseil d'État a censuré, enfin a invalidé, a suspendu. Il a considéré que, je cite, que ça excluait de la représentation nationale les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. Franchement, c'était une forme de tripatouillage électoral. C'était une forme de quoi? Vous vouliez casser le thermomètre pour pas qu'on voit que la République En Marche allait avoir des mauvais résultats? Ça, c'est faux et vous ne pouvez pas dire ça. Si, on peut dire ça quand on dit ça. Si je peux répondre à l'accusation, je vais le faire volontiers. 2 choses. D'abord, tous les candidats sont libres de leur étiquette politique. Et alors c'est marrant parce que tous les procès qui sont faits, y compris par les apparatchiks des partis politiques, quand on voit les candidatures dans les communes, ils ne mettent pas les étiquettes politiques. Et donc quand ils déposent leur candidature, ils peuvent. Je vous prends un exemple, Martine Vassal à Marseille. Ce matin, j'observais son 4 pages sur sa vie comme Marseillaise, son engagement. J'ai vu de nulle part l'étiquette « Les Républicains ». Par contre, j'ai entendu M. Jacob, président des Républicains, dire « Attention, nuançage ». Donc 1, l'étiquette politique reste libre. 2, le nuançage, c'est le préfet qui, après l'élection, donne une couleur politique à la liste, seul. Et les maires, et je peux vous le dire, je l'ai été, et j'étais élu député dans un département rural, n'appréciaient pas que les préfets décident seuls le nuançage politique. Dans 82% des cas pour les communes de moins de 9000, d'ailleurs, ils n'y arrivaient pas, et donc ils mettaient divers gauche ou divers droite, ou divers.
C'était ça comme la façon dont ça se passait. C'est la raison pour laquelle j'ai pris acte de ça. Et j'ai proposé qu'en dessous de 9 000, 82%, oui, mais c'était je vous rappelle, trop. on ne le prenne pas en compte. Il y a tellement d'électeurs qu'on n'allait pas savoir qui avait été élu. Mais vous savez, j'ai été maire. Moi, j'étais socialiste. Mon équipe ne l'était pas. D'ailleurs, aujourd'hui, une partie de mon équipe est derrière un candidat LR et derrière une candidate Europe Écologie Les Verts. Et donc, je ne pouvais pas dire que ma liste était PS. Par contre, le préfet pouvait le dire. Ça interroge. Bon, en fait, vous dites ce soir quand même mea culpa. Mais je dis mea culpa sans aucune difficulté. Je dis le Conseil d'État nous a donné un éclairage sur 3 points. J'ai intégré ces 3 points, j'ai changé et j'ai immédiatement fait une nouvelle circulaire que j'ai publiée ce matin. Parce que le Conseil d'État nous éclaire dans cette décision. Dans ces cas-là, le président Macron, l'Élysée, Matignon, etc., ils ne sont pas au courant de la rédaction d'une telle circulaire? Parce que c'est là où on se dit, mais il y a un peu d'amateurisme, parce qu'on on est redressé par le Conseil d'État, qui par ailleurs redresse aussi le projet de loi des retraites et pose beaucoup de questions là-dessus. Mais est-ce que l'amateurisme, c'est d'écouter l'Association des maires ruraux de France ou l'Association des maires de France qui s'était prononcée sur ce sujet contre le nuançage? Vous savez, c'est pire que ça. Les groupes qui font beaucoup de bruit médiatique sur le sujet, à 2 occasions, ont voté des amendements pour revenir sur le nuançage. Au Sénat, il y a peu de temps, ce dont on parle. Au Sénat, il y a peu de temps, et à l'Assemblée, sur proposition de la présidente du groupe socialiste. Mais ne pas prévoir que ça allait faire un tollé, ne pas prévoir que ça allait être mal accueilli, c'est peut-être ça, le sens politique qu'on cherche. Vous savez, ne pas prévoir l'instrumentalisation politique et le fait que trop souvent, on se contente de l'instrumentalisation, c'est-à-dire de l'écume et pas de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que ceux qui aujourd'hui nous font ce reproche-là ne mettent même pas leur étiquette politique sur les bulletins de vote. Donc ils commencent par cela, ça me paraît essentiel. Le reste, vous savez, c'est une histoire d'apparatchik. Et donc si les apparatchiks s'en mêlent... Non, vous avez raison, mais comme vous m'y invitez, je m'exprime sur le sujet. Non, mais bien sûr, parce que c'est vrai que ça a été... Mais ma ligne, elle est simple. Le Conseil d'État nous donne un éclairage, j'en prends acte, je change et je suis conforme au droit. L'affaire Mila, c'est cette jeune fille de 16 ans qui est sortie du silence hier sur le plateau de nos confrères du Quotidien et qui avait fait une critique de l'islam sur les réseaux sociaux. Elle ne regrette absolument pas ses propos, elle regrette de l'avoir dit sur les réseaux sociaux, de l'avoir dit aussi, d'une façon aussi vulgaire, et elle demande à ceux qui pratiquent leur religion en paix de l'excuser si elle les a blessés, mais elle parlait de la religion. Est-ce que l'enquête avance sur les menaces dont elle est victime ? L'enquête avance, et comme c'est une enquête, je ne vais pas vous en parler. Mais il y a des pistes, il y a des choses qui bougent. L'enquête avance, et comme c'est une enquête, je ne vais pas vous en parler. Bon, vous avez dit aujourd'hui que Mila et sa famille bénéficiaient d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Ça veut dire qu'elle est protégée comme par exemple les journalistes de Charlie ? Non. Une vigilance particulière, c'est la différence avec la protection d'un service spécialisé qui dépend du ministère. Vous êtes toujours en présence d'un policier. Depuis le 22 janvier, quand il y a eu cette haine sur les réseaux sociaux contre elle, il y a eu un contact avec la gendarmerie nationale et elle fait l'objet de ce qu'on appelle une vigilance renforcée. Donc ça n'est pas une sécurité permanente parce que rien n'indique qu'elle n'en ait besoin. Il y a une différence entre les menaces exprimées sur les réseaux sociaux et des menaces réelles qu'elle pourrait subir, mais nous lui devons une forme de protection, évidemment, pour elle et pour sa famille. Ensuite, ce que je lui dois, moi, c'est de défendre le droit qui est son droit fondamental de critiquer une religion. Il n'existe pas dans notre pays un droit qui interdirait le blasphème. Oui, on a le droit de critiquer une religion. Attention, il ne s'agit pas de critiquer la religion et de porter un flot de haine contre ceux qui sont juifs, catholiques ou musulmans. Mais on a le droit de critiquer. C'est un droit fondamental que ce gouvernement défendra jusqu'au bout. Oui, parce que il y a eu ce malaise avec Nicole Belloubet qui a dit que c'était une attaque à la liberté de conscience. Elle a fait une phrase entière en rappelant qu'il y avait 2 enquêtes qui avaient été ouvertes par le procureur, dont une sur ce sujet-là. Mais elle a reconnu elle-même que sa formule était maladroite. Mais vous savez, Madame Rutel-Krieff, je ne sais pas si vous êtes à 100%. Non. Et si chacun de vos mots sont pesés au trébuchet. Il se trouve que dans la vie politique, et pour certains politiques, j'en fais partie, le moindre mot va être interprété. Et il arrive. Personne n'est parfait, je suis d'accord, mais sur des sujets aussi graves, c'est Nicole Belloubet, le matin, elle a eu cette formule. 3 heures après, elle a corrigé sa formule en disant « Ma formule était maladroite, je la corrige ». Je pense que c'est ça dont on devrait parler. Ce dont on devrait parler, c'est la revendication que je pose de dire « Oui, on a le droit de critiquer une religion et en même temps, parce que je suis le ministre en charge de la laïcité, protéger celles et ceux qui font un choix religieux et qui, quelquefois, pour ce choix religieux, sont menacés aussi. Et on ne peut pas d'un côté dire « Attention, il y a l'antisémitisme » et de l'autre ne pas s'émouvoir non plus d'un acte islamophobe. Mais en empêche, une chose est sûre, c'est que moi je refuse qu'au nom de la dénonciation de l'islamophobie, on ne puisse pas reprocher quoi que ce soit à l'islam. Oui, dans notre pays, le droit au blasphème existe, mais il n'est pas revendiqué. Et j'ai apprécié hier
les propos de la jeune Mila, qui regrettait la forme, mais qui revendiquait son droit, effectivement, à dire ce qu'elle avait envie de dire, et je la défends pour cela. Ségolène Royal a dit « Je confirme ici qu'on pouvait critiquer une religion, mais il n'est pas interdit de ne pas injurier ». Et est-ce qu'une jeune fille en pleine crise d'adolescence peut servir de base à un débat sérieux? C'est trop lourd à porter pour elle, elle est instrumentalisée, enfin elle laisse entendre cela. Vous savez, je veux bien commenter Nicole Belloubet, vous n'allez pas m'imposer de commenter Ségolène Royal. Vous avez été choqué? Vous avez été surpris? Non, mais Ségolène Royal est libre de sa parole, d'autant plus maintenant qu'elle n'est plus ambassadrice. Elle était déjà assez libre avant, alors qu'elle était ambassadrice. Donc elle ne l'est plus et elle dit ce qu'elle veut et ce qu'elle pense. Moi, ce que je sais, c'est que dans ce pays, on a le droit de critiquer une religion. Mais on ne doit pas en faire commerce et on ne doit pas instrumentaliser ce droit à la critique pour stigmatiser le choix religieux. Parce que sinon, ça devient de l'antisémitisme, ça devient du racisme, ça devient de la christianophobie. Et donc, je suis celui qui doit défendre aussi la liberté de croire et la protection des lieux de culte en particulier. La violence, la délinquance. On va écouter Xavier Bertrand. Il s'exprimait hier matin chez Jean-Jacques Bourdin. C'est clair, pour lui, votre gouvernement, le président, vous-même, du coup, vous n'avez pas assez d'autorité et vous n'avez pas suffisamment fait pour lutter contre l'explosion de la délinquance. J'espère bien qu'ils vont se réveiller avant 2022 quand même. Les gens que je vois qui habitent dans ma région ou ailleurs me disent quoi? Mais quand est-ce que les politiques, là, vous allez vous réveiller et vous allez prendre en compte nos problèmes et y apporter des solutions? Il n'y a pas d'autorité qui est respectée, digne de ce nom. Regardons les choses telles qu'elles sont. Voilà, il n'y a pas d'autorité dans ce gouvernement. Et c'est vrai que quand on voit un certain nombre de chiffres de la délinquance en France et à Paris, on peut se poser des questions. Violence sexuelle enregistrée plus 12%, escroquerie plus 11%, homicide plus 9%, coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus 8%, etc. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, la politique du chiffre qui était chère à M. Bertrand quand il était ministre, c'est celle qui est énoncée par un rapport de l'Inspection générale de l'administration et qui évoquait combien les chiffres étaient truqués à l'époque. Et c'est Manuel Valls, en 2014, qui a mis en place un observatoire totalement indépendant pour que les chiffres soient connus et qu'ils puissent être évalués. Est-ce que c'est celui que vous supprimez, l'Observatoire de la délinquance? Non, on a un outil qui n'est pas du tout... Parce qu'il y en a qui sont supprimés, il y a des observatoires qui sont supprimés, il y en a 3. Il y a plein non, mais il y a beaucoup plus d'observatoires, mais on va rester sur l'essentiel qui sont supprimés parce que dans ce pays, on adore faire des observatoires et pas forcément le suivre. Là, c'est un outil avec des gens indépendants, avec une ingénieure de l'INSEE qui, chaque année, au même moment, et non pas, comme l'a dit Xavier Bertrand, j'aurais caché les chiffres pour pas faire une ombre à mes voeux, enfin, du pur fantasme. Et donc aujourd'hui, on donne la totalité des chiffres. Mais moi, je ne crois pas à la politique du chiffre. Par contre, on peut faire tout dire ce qu'on veut aux chiffres. Je prends un exemple. Les vols à main armée ont baissé, ils n'ont jamais été aussi bas. Je ne sais pas si ça déroule dans les chiffres que le vent. Les vols violents n'ont jamais été aussi bas, ils ont baissé de 9%. Les cambriolages ont baissé de 6,6%. Et je pourrais aussi vous faire la longue liste d'un certain nombre de choses. Par contre, il se trouve que certaines violences, notamment infrafamiliales, augmentent. Mais c'est un élément statistique, c'est-à-dire que les plaintes sont libérées aussi. Vous savez, le nombre de plaintes pour viol augmente aussi parce que la parole s'est libérée. Les violences infrafamiliales augmentent dans les constats que nous faisons, aussi parce que la parole s'est libérée. Alors je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans les chiffres, mais c'est pire que ça. Monsieur Bertrand fait, dans le JDD dimanche, et depuis il fait une petite séquence médiatique, une annonce. Les chiffres du budget de la police baissent de 10,8%. Et il affiche ce chiffre. C'est faux. Le budget de la sécurité en France a augmenté de 1 milliard. 1 milliard depuis 2017. Et si je regarde juste pour la police, ça a augmenté de 388 millions. Et bien le même Xavier Bertrand, il est capable de regarder le budget, je pense qu'il ne le regarde même pas, et de dire les chiffres du budget de la police ont baissé de 10,8%. Donc vous voyez, ne tombons pas dans le travers des chiffres. Et pire, quand il veut justifier l'époque où il était ministre, où on a supprimé plus de 12 500 emplois, il dit la délinquance, c'était pas la même, c'était nettement mieux. Et la raison, c'était pas la même, mais c'était pire. Et quand on regarde le nombre de tués dans le cadre d'assassinats, quand on regarde les violences, quand on regarde les cambriolages, tous ces chiffres étaient pires à l'époque. Et ils ont supprimé 12 500 emplois. Donc vous savez, on voit bien que M. Bertrand prépare déjà une sorte de primaire de la droite et qu'il est dans son ambition présidentielle. Et je pense que ça appelle un minimum de sérieux, une vérité sur les chiffres et de ne pas instrumentaliser les peurs. Un mot, et on l'écoute encore, Xavier Bertrand, il s'en prend directement au président et considère qu'il n'est pas à la hauteur.
Mais vous avez 90 000 à 110 000 peines qui ne sont pas encore exécutées. Certaines ne le seront jamais. Ce qui est en train de miner notre système et la confiance, c'est le sentiment d'impunité. J'ai bien compris que le président, les questions régaliennes, c'était pas son truc et qu'il est mal à l'aise. Sauf que c'est son rôle premier. Oui. Et moi, ce que je vous dis, c'est que s'il n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin, alors qu'au moins, il dise à sa garde des Sceaux d'appliquer la loi. Les mesures d'éloignement, vous avez des dealers, vous les interdisez de région ou de ville. Eh bien, leur trafic, ils ne le feront pas dans les mêmes conditions. C'est dans la loi, il faut l'appliquer. Deux remarques. Il a raison, les peines d'éloignement, c'est vraiment une bonne idée. Mais elles ont été mises en place par la garde des Sceaux actuelle, en mars de l'année dernière. Et nous commençons à les mettre en œuvre. Ça n'existait pas avant. Alors, il est très gentil dans ses leçons et dans ses commentaires sur les uns et les autres, mais qu'il bosse un peu le fond de ses dossiers. Il a déclaré aussi un truc insupportable pour les policiers et les gendarmes. C'est pour ça que je vous en parlais. Il a dit « Les policiers font plus du maintien d'œuvre, ils font plus du judiciaire ». L'année dernière, on a augmenté de 13% les faits constatés. On a augmenté de 12% les mises en cause. C'est ça le travail de la police au quotidien. Alors il vient sur un plateau, il donne de grandes leçons. Il invente l'eau tiède et notamment, il a raison, les peines d'éloignement dont on veut les utiliser pas que dans le trafic mais notamment aussi dans la lutte contre les bandes. Ben, il se trouve qu'elles n'existaient pas en droit et que nous les mettons en œuvre. Et c'est une loi portée par Nicole Belloubet qu'il critique aussi violemment précédemment. Donc prenons le temps de s'apaiser sur ce sujet. Je trouve que exploiter la situation d'insécurité que je ne nie pas et qui existe dans certains quartiers, dans certaines villes, et qui de toute façon est perçue par nos concitoyens. Comment vous l'expliquez celle-là? Comment vous l'expliquez? Il y a le sentiment et la réalité de l'insécurité qui a augmenté. Donc est-ce qu'il y a une faille? Alors non. Je vous corrige juste, en 2011, le sentiment d'insécurité ressenti par les Français, est-ce que vous sentez une insécurité dans votre quartier, était à 11%. Est-ce que vous sentez une insécurité dans votre maison, était à 8%. En 2011. Vous prenez le même indicateur en 2018, c'est exactement le même. C'est 11% pour le premier, 8% pour le second. Alors, c'est bien de parler des sujets, mais regardons aussi la réalité en face. Et je ne dis pas que tout va bien, parce que ça n'est pas le cas. Mais quand je vous dis que sur un certain nombre d'indicateurs, si je compare avec l'époque où il était en responsabilité aujourd'hui, et que je vous dis ça a baissé, il faut même prendre en compte l'augmentation de la population. Mais nous devons nous armer. La dernière fois que j'étais sur votre plateau, Madame Hôtel-Krief, c'est le jour où j'ai installé une nouvelle politique de lutte contre les stupéfiants, avec le FAST. J'étais le matin à Marseille, le soir ici pour vous en parler. Elle est en place depuis le début de janvier. On fait des saisies records, notamment en matière de cocaïne. Plus de 1 tonne de cocaïne ont été saisies depuis le début de l'année. Et donc, avec ce travail nouveau, cette approche nouvelle, très interpartenariale et très interministérielle, nous faisons bouger les choses. Vous aurez des résultats en 2022 parce qu'en fait, là, on voit bien qu'il y a une attaque qui est aussi politique et qui est aussi sur... une faille possible, un point faible possible d'Emmanuel Macron, Bertrand, Valérie Pécresse disent c'est son point faible. Mais souhaitons qu'en 2022, on regarde la réalité en face, y compris celle de l'évolution de la délinquance. Mais pourquoi il dit qu'il est mal à l'aise? Le président de la République parle des sujets régaliens comme de tous les autres. Et il n'a pas de leçon à prendre de M. Xavier Bertrand. Et moi, je veux bien qu'on parle de la réalité des vols à main armée, par exemple. Il y en avait 17 000 par an. En France, quand M. Bertrand était ministre, il y en a 9 500. C'est pas ministre de l'Intérieur. Non, mais il était ministre d'un gouvernement. Oui, enfin, il ne peut pas dire c'est pas moi, c'est l'autre. Mais il était ministre d'une majorité qui a supprimé 12 500 postes. 17 000 à l'époque, 9 500 l'année dernière. Ça a baissé de presque la moitié. C'est ça la réalité. Alors on pourra prendre tous les indicateurs, mais ne mélangeons pas tout. Et puis alors surtout, moi j'ai décidé quand je suis arrivé, je l'ai dit aux policiers et aux gendarmes, je ne veux pas traiter la sécurité des Français à travers la politique du chiffre. Je vais vous prendre un exemple. Quand une femme vient porter plainte pour un viol, c'est un drame personnel. Mais ce n'est pas un élément statistique. C'est une femme dont on doit s'occuper, qu'on doit accompagner. C'est ce que nous faisons, c'est ce que la police fait. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ça? C'est le président avec le dessinateur Jules et LBD avec le L barré. D'abord, il faut resituer là où il était. Oui, au festival de la bande dessinée à Angoulême. Après un déjeuner ou pendant tout le déjeuner, il a discuté notamment avec cet artiste. Et je lui Mais les syndicats de policiers ont été très choqués. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, oh là là, un problème de plus? Non, moi j'ai ressenti le fait qu'il y avait toute une séquence dans la journée, un déjeuner à midi où le président de la République n'a eu de cesse que de défendre nos forces de sécurité intérieure, et ensuite un micro tendu, à BFM notamment, où plutôt qu'une image, il a parlé, il a dit le fond de sa pensée. Alors, on peut faire un truc, s'intéresser seulement à l'image et négliger la pensée, l'expression. Et vous savez que c'est ce qui reste, une image, ça reste, ça peut être utilisé sur les réseaux sociaux dont on parlait. Sur un plateau télé où on parle, je suis ennuyé de penser que seul restera l'image
qui est là. Je pense que le débat, y compris avec des contradicteurs, avec des journalistes, est plus fort qu'une simple image, qu'on sort de son contexte et qu'on ne resitue pas dans la discussion qui avait lieu avant. On en a beaucoup parlé du contexte. Voilà. Et donc, mais quand même, moi j'ai entendu le président de la République, quelques minutes après, rappeler son soutien plein et entier aux forces de sécurité intérieure, mais exiger aussi de leur part un niveau d'éthique, de responsabilité et de proportionnalité. Je tiens le même discours. C'est pas maladroit. Mais c'est pas maladroit que de défendre la police et d'accepter aussi, parce qu'on est au Festival de la bande dessinée à Angoulême, de poser avec un artiste avec lequel on n'est pas d'accord. Mais vous savez, si on doit vivre dans un monde où on n'est que entre soi, que avec des gens avec lesquels on est d'accord, on va franchement s'ennuyer. Un mot justement sur les LBD, parce qu'il y a une nouvelle doctrine des forces de l'ordre que vous avez annoncée. Vous avez annoncé le retrait immédiat des grenades F4, mais il semblerait que ces grenades étaient déjà en fin de vie, que les stocks étaient épuisés. Ouais, alors je vais vous donner un chiffre, il en restait 40 600. Parce que là aussi, on fait des commentaires sur les commentaires. J'ai appris que les stocks étaient épuisés. Il en restait 40 600. Dans les manifestations les plus difficiles, quelquefois on en tire 4, 5, 10, et uniquement quand les policiers ou les gendarmes sont acculés face à la violence urbaine à laquelle ils doivent faire face, ils les utilisent pour se désengager. 4-5, il en restait 40 600. Je vous laisse faire un calcul sur le nombre d'années qu'on aura encore pu les utiliser. Donc j'ai pris la décision de les retirer parce que dans certains cas, les manifestants, les prenant au sol pour les renvoyer sur la police, je rappelle quand même que ça c'est tout petit peu illégal, comme elles contenaient 27 grammes de TNT, pouvaient avoir des dégâts très solides, et on a vu des mains amputées dans ce cadre-là. Et donc, j'ai pris la décision de les retirer, et parce qu'on a un autre dispositif de grenade sans TNT qui permet d'avoir le même effet de protection de nos forces quand elles sont acculées. Et sur les LBD, est-ce que vous allez changer de philosophie? Est-ce que vous allez confier, parce que vous ne renoncez pas a priori à cette arme, entre guillemets. Est-ce que vous la confierez à d'autres policiers plus expérimentés? La question s'est posée. On a dit peut-être que ceux qui l'ont utilisée durant les manifestations n'avaient pas toujours été suffisamment formés. On a dit beaucoup de choses. Les policiers sont tous formés, ils passent dans une école de formation et il nous faut encore améliorer la formation sur ces sujets-là. Et donc moi, je pense que le volet formation permanent des policiers doit être revu et des gendarmes doit être revu et amélioré sur tous les sujets. Mais je rappelle que le LBD, c'est une arme de défense qui permet justement d'éviter d'utiliser l'arme administrative quand on est confronté à cela. Mais vous savez, Madame Houtel-Krief, toutes les nuits en France, la police est dans l'obligation d'utiliser des LBD. Et depuis de nombreuses années. Et donc c'est une façon aussi de gérer la distance avec des agresseurs. Et la police est confrontée à cette réalité de violence. Il faut rappeler quand même les choses. On ne sort pas une grille F4 ou on n'utilise pas un LBD dans une manifestation qui se déroule bien. C'est quand il y a de la violence que les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir. Vous savez, depuis le début des manifestations, notamment des Gilets jaunes, certains maires avaient des expressions très critiques contre la police. J'ai proposé à beaucoup de maires de ne pas mettre de service d'ordre ce jour-là, si la police était un problème. Je n'ai vu aucun maire me dire « Ah oui, c'est une bonne idée finalement ouais. ». Donc vous voyez, on fait beaucoup de procès, mais on sait aussi comment nos forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes assurent la sécurité jour, nuit, week-end, tout le temps des Français, et les Français le savent. Demain, il y a un point d'étape de la commission d'Éric Ciotti et Florent Boudier sur les dysfonctionnements ayant conduit à l'attentat de la préfecture de police. Michael Harpon, il y a eu 4 morts, un drame et du terrorisme au sein même de la préfecture de police. Est-ce que depuis, vous avez pu avoir un état des lieux sur les agents radicalisés? Et est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui? D'abord, il y a 2 choses. Il y a des dispositifs que nous avons déjà changés sous l'autorité du Premier ministre, notamment à la suite, il avait commandé 2 rapports à une inspection spécifique sur le renseignement et un certain nombre de décisions ont été rendues publiques, ont déjà été prises et nous n'attendons pas les résultats de la commission Ciotti, non pas parce qu'ils seraient mauvais, vraiment je les attends et je les étudierai avec attention, mais parce qu'il y a certains sujets sur lesquels il fallait aller vite. Ensuite, vous me posez une deuxième question, c'est sur les policiers ou les gendarmes en France qui seraient suspectés d'être radicalisés. J'avais donné le chiffre déjà au 3 octobre. Depuis le 3 octobre, on a eu en fait des signalements et on a 106 cas actifs aujourd'hui dans la police nationale où nous étudions le dossier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont radicalisés. Et je voudrais que les choses soient claires. 106 cas sur 150 000 policiers. Déjà, il faut rappeler ça, mais sur lequel nous avons besoin d'approfondir, sur lequel il y a
un contrôle particulier, des examens qui sont faits pour être sûr. Mais attention à une chose, c'est que pas parce qu'on est musulman qu'on est radicalisé. C'est pas parce qu'on est juif qu'on est radicalisé. C'est pas parce qu'on serait athée et fan d'un club de football qu'on serait radicalisé. Je pense qu'il faut vraiment mettre les choses à leur place. Donc on a des signalements, nous les étudions avec une grille d'indicateurs précis, et ce sont des femmes et des hommes spécialisés dans la lutte contre la radicalisation qui se prononcent et qui nous disent les recommandations qu'il faut faire. Vous avez l'impression qu'on avance là-dessus, que vraiment on avance là-dessus? Bon, écoutez, il y a quelques mois, avant l'attentat, il y a 2 parlementaires expérimentés, Éric Diard et Pouillac, qui ont fait un rapport sur ce sujet et qui disaient que quand même le ministère de l'Intérieur était à un bon, voire un très bon niveau de contrôle. Ils signalaient d'autres ministères sur lesquels il y avait un peu de retard, et donc évidemment, nous nous en sommes emparés. Mais est-ce que nous serons tout le temps infaillibles? Je ne vous dirai pas oui. Ce serait vous mentir. Le risque existe, surtout maintenant qu'on a un risque terroriste endogène, c'est-à-dire qui part de femmes et d'hommes non soupçonnés, non identifiés. Notamment parmi les sortants de prison. Parce que comme à Londres, hier ou avant-hier, il y a eu cet attentat à Londres. Bien sûr. Et c'est un sortant de prison. Il y en a en France, il y en a eu un il y a 2 semaines. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce qu'ils sont bien contrôlés? Oui. Il y a 2 types de personnes qui sortent de prison, sur lesquelles on a un suivi particulier. Les premiers, c'est ceux qui sont rentrés en prison pour cause d'actes terroristes. Et donc, il y a une personne, pour l'instant, qui est sortie dans ce cadre-là. Et on considère acte terroriste ce simple fait d'avoir voulu aller sur un théâtre de guerre. Parce qu'en France, on a quand même une vision, et le procureur national antiterroriste a une vision très ferme du sujet. D'autres pays n'ont pas du tout le même niveau de contrôle et ne criminalisent pas le fait d'être partis sur les théâtres de guerre. En France, on a un système qui est vraiment, sur ce sujet, très armé. Et donc, on a une personne qui est sortie et qui fait l'objet d'un suivi. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie. Ce sont les gens dont on identifie qu'ils se sont radicalisés alors qu'ils sont en prison. À l'intérieur de la prison. Est-ce que c'est en prison qu'ils sont radicalisés avant? Une chose sûre, on le voit. Et là aussi, on a mis en place un dispositif de suivi. Et je peux vous dire que depuis 2015... Je mets 2 gouvernements, enfin 2 présidents de la République et plusieurs gouvernements dans une continuité. Nous sommes vraiment montés en gamme pour faire en sorte qu'on ait le meilleur suivi. Mais là encore, ceux qui viendront vous expliquer que Yaka Faucon seront toujours dans l'opposition. En responsabilité, il faut avoir la modestie de la réalité de cette tension. Mais vraiment, nous sommes à un niveau de suivi, d'anticipation, d'accompagnement avant les sorties et après les sorties qui est vraiment de bon niveau. Dernière question, elle est plus politique. On entend ici et là un certain nombre de vos électeurs qui disent « Moi, on ne me la refera plus. Au 2e tour, s'il y a un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron, je ne voterai pas Macron, je m'abstiendrai. » Et donc, dans un sondage Elab chez nous, 69% des Français pensent qu'il ne serait pas réélu. Vous y pensez? Bien sûr que je l'en pense et bien sûr que je l'entends. Après, nous ne sommes pas à un moment de campagne électorale. Emmanuel Macron est président de la République, il n'est pas candidat. Marine Le Pen est déjà candidate à la présidence de la République. Ça fait longtemps qu'elle l'est et peut-être qu'elle le sera encore. Ça n'est pas le sujet. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous fassions la démonstration que nous sommes utiles au pays et que nous réparons ses plaies, ses difficultés, ses retards. Et qu'on constate aussi un certain nombre de choses. Le chiffre de l'apprentissage aujourd'hui, par exemple, qui est un record, on n'a pas connu ça depuis 10 ans. Les créations d'emplois, c'est aussi un record, on n'a pas connu ça depuis 10 ans. On peut aussi voir les choses positives, mais il nous reste beaucoup de travail. D'ailleurs, nous sommes juste à la mi-mandat. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, Christophe Castaner. Dans un instant, Alain Duhamel, Aurélie Filippetti. On verra s'ils ont été convaincus. Ils ont écouté le ministre. On va en reparler.